Le commerce mondial est-il plus que jamais une jungle où règne la loi du plus fort? Nous allons en parler avec nos deux invités sur le plateau, la Malienne Aminata Traoré et le patron de l'Organisation mondiale du commerce, Pascal Lamy. Tout de suite, le deuxième numéro de Sur Parole. Bienvenue à tous au menu de ce nouveau numéro de Sur Parole, un enjeu planétaire qui nous concerne tous, où que nous soyons, les rapports entre le commerce mondial, la croissance et le développement. Alors depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est clair, les échanges commerciaux entre les 5 continents ont explosé un peu partout dans le monde. Certains en ont plus profité que d'autres, on va en reparler dans un instant. En tout cas, depuis 1995, l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, essaye de réguler ce commerce, de négocier des accords et des règles juridiques entre ses 151 membres pour mettre, j'allais dire, un peu d'ordre dans un monde de brutes. Alors, l'OMC, c'est quoi? À quoi ça sert? Les explications de Marian Naguzewski. Un bâtiment austère situé dans le centre de Genève, c'est là qu'est installée l'Organisation mondiale du commerce depuis le 1er janvier 1995, date de sa création. Mais le système commercial qu'elle représente est bien plus ancien. Octobre 1947, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, communément appelé GATT, est signé. Après la Seconde Guerre mondiale, un consensus s'impose. Pour maintenir la paix, il faut une vraie coopération économique, comme ici en 1967 aux États-Unis. Seul problème, le GATT n'a pas le statut d'organisation internationale et il ne l'aura jamais. Aucune mesure de sanction, le GATT recommande et c'est tout. Mais à l'heure de la mondialisation, c'est insuffisant. Finalement, en 1994, à Marrakech, l'acte final de l'Uruguay Round est signé, acte fondateur de l'OMC. Vous, les négociateurs des 117 gouvernements présents, vous avez réalisé une réussite extraordinaire. L'objectif de l'OMC, c'est la libéralisation des échanges internationaux et leur régulation. Et pour ce faire, une soixantaine d'accords existent. Les 3 plus importants portent sur les tarifs douaniers, les services et les droits de propriété intellectuelle. Au sein de l'OMC, pas de différence en principe entre les pays. La règle du consensus s'impose. Pour chacun des 151 pays, une voix et une seule par vote. L'OMC sert aussi de tribunal grâce à son organe de règlement des différends et cela marche. Entre 1995 et 2005, plus de 320 plaintes ont été enregistrées, aussi bien de la part des pays riches que des pays émergents. Pour éviter ces conflits, les pays membres se réunissent tous les 2 ans, des conférences ministérielles pour résoudre les problèmes commerciaux. Mais depuis 2001, l'OMC est en échec. Sur le cycle de Doha, pays riches et pays émergents s'affrontent. Ces derniers veulent ce cycle comme un cycle de développement. On a besoin, avec le développement des échanges internationaux, d'avoir un lieu où peuvent s'établir des compromis entre des pays pauvres à qui on demande de plus en plus de libéraliser leur économie et donc de s'inscrire dans le commerce international, et des pays riches qui sont des grandes puissances qui, elles, sont à la recherche d'intérêts économiques extrêmement puissants mais qu'elles ne vont pas trouver auprès des pays pauvres. L'OMC a-t-elle un avenir ? Pour beaucoup, en tout cas, elle est indispensable. Mais entre le tout commercial prôné par certains pays riches et des questions sociales et de développement voulues par des pays émergents, il faudra sans doute trouver un équilibre qui n'existe pas encore aujourd'hui. Alors Pascal Lamy, comment se passe une négociation type à l'OMC? Ce sont les gouvernements qui négocient entre eux, ce qui veut dire que fatalement il y a des rapports de force, parce qu'il y a des gouvernements qui pèsent plus que d'autres, j'allais dire. Oui, disons, une négociation, ça met autour de la table nos 151 États membres sur un sujet comme la réduction des subventions agricoles ou la réduction des droits de douane sur les textiles ou sur les voitures. Et on est à la fin d'une grande négociation de ce type. Et elle ne se conclut que si tout le monde est d'accord. Donc chez nous, il n'y a pas les gros, les petits, les moyens, les grands. À la fin, chacun a voix au chapitre. Et c'est une des grandes différences entre l'Organisation mondiale du commerce et d'autres organisations internationales. Aminata Traoré, chacun a voix au chapitre à l'OMC. Vous êtes d'accord avec cette analyse équilibrée ?
Peut-être, mais nous, notre problème au Sud, et plus particulièrement du côté des gouvernés, puisque je crois effectivement entre gouvernants, ils se parlent, nous avons l'impression qu'un pouvoir supranational décide de nos destins. Nos aspirations à la démocratie et à davantage de citoyenneté sont contrariées. Et à partir du moment où le moteur principal du développement devient le commerce, et il est évident que ceux qui n'ont pas grand-chose à vendre, et étant donné aussi la nature des rapports de force, et que les dés sont pipés. C'est la faute à l'OMC, ça, parce que vous avez écrit un jour dans un de vos derniers livres, l'OMC, le FMI, la Banque mondiale sont, je vous cite, les ennemis de l'Afrique. Vous le rediriez encore aujourd'hui? Je crois que l'Afrique est confrontée à des difficultés énormes. Je ne parle pas de la pauvreté, mais le processus de paupérisation qui est en cours, qui va bon train, les questions de gouvernance et les questions de création de richesses et de distribution de richesses sont autant d'enjeux majeurs que nous aurions pu gérer s'il n'y avait pas l'interférence de ces institutions. Je crois qu'elles ne mesurent pas elles-mêmes leur poids dans les rapports et entre gouvernants et gouvernés dans des pays comme les nôtres. Mais quand vous dites interférence, j'imagine que pour vous, interférer dans le commerce mondial, c'est plutôt essayer de le réguler, c'est plutôt essayer d'améliorer les choses. Donc vous le voyez comme je dirais, d'un point de vue positif. Non, mais je comprends que Aminata Traoré voit les choses comme ça, vu de son point de vue, qui est un point de vue, au fond, de militante citoyenne, qui veut lutter contre les injustices. Elle a été ministre aussi, donc elle a vu les deux côtés. Je sais ça. Je comprends très bien. Je crois que si j'étais à sa place, j'aurais aussi cette même impression. Moi, j'essaie de lutter contre les mêmes injustices à un autre niveau, et je crois qu'on ne peut pas dire que c'est un pouvoir supranational qui impose ses vues, ses dictates aux populations. Les pays africains qui sont membres de l'OMC, et il y en a un bon paquet, forment un groupe très fort et ils ont des intérêts extrêmement offensifs. Je peux vous dire, l'Afrique à l'OMC, c'est pas un continent qui passe son temps à se défendre, c'est un continent qui attaque, on parlera sûrement tout à l'heure du coton, il y a des intérêts très forts. Et d'ailleurs, les pays africains qui ne sont pas membres de l'OMC sont en train de négocier pour entrer à l'OMC. Donc, au fond, leur jugement, c'est quand même que ça leur est plutôt utile, plutôt que dangereux, et je crois que c'est vrai. On a besoin d'instances de régulation. Les règles du jeu aujourd'hui ne sont pas justes. Elles ont été modifiées depuis 50 ans petit à petit. C'est vrai qu'il subsiste un héritage colonial dans le système, pesant pas seulement sur l'Afrique, aussi sur l'Amérique latine ou sur l'Asie. Mais au fond, le seul moyen d'en sortir, c'est de négocier. Et pour ça, il faut offrir, au fond, un tapis vert où les gens peuvent défendre leurs intérêts, attaquer là où ils pensent qu'ils l'ont, et en même temps faire les procès nécessaires. Donc vous diriez, si l'OMC n'existait pas, il faudrait l'inventer. Le monde se porte mieux avec l'OMC, avec cette instance de régulation. Pour vous, c'est sûr. J'appartiens à une école de pensée qui, selon la vieille formule d'un philosophe français du siècle dernier, dit qu'entre le riche et le pauvre, et entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Eh bien, je crois que les lois, les régulations... essaye de mettre un peu de réglementation, de loi, c'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, qui est quand même un monde violent, qui est un monde dur, je pense qu'il vaut mieux des régulations et que si on croit à l'ouverture des échanges, ce qui réunit au fond les membres de l'OMC, s'ils sont là, c'est parce qu'ils y croient, il faut des règles du jeu, étant entendu, bien entendu, que le bénéfice de tout cela, et là-dessus je suis assez d'accord avec Aminata Traoré, ça dépend aussi de conditions nationales. L'OMC, vous avez une boîte à outils de développement, l'ouverture des échanges c'est un des outils, mais il y a plein d'autres éléments de cette boîte à outils qui sont à la disposition des gouvernements. Ça, vous parlez de boîte à outils, on pourrait dire que le principe qui guide l'OMC, c'est de dire plus de commerce égale plus de développement. En gros. Plus de commerce est une condition nécessaire à plus de développement, pas suffisante.
Hein. Si je suis producteur de fleurs au Rwanda, que je veux exporter mes fleurs, que l'OMC me dit parfait, vous pouvez faire ça comme vous voulez, mais qu'il y a une norme de minimum de résidus de pesticides qui fait que mes fleurs ne vont pas franchir la frontière, ça ne va pas. L'OMC aura fait son boulot, mais il faut fournir ou aider à fournir au Rwanda le système de laboratoire de test de minimum de résidus de pesticides. C'est pas que ce soit très très cher, mais ça, c'est hors du champ OMC. Alors, Aminata Traoré, vous, ce principe, plus de commerce égale automatiquement plus de développement, Non, moi j'ai envie qu'on juge l'OMC et l'ordre économique dominant à la lumière des réalités, et les faits. Les faits sont tellement parlants. Et en ce moment, nous sommes interpellés en Afrique par le dossier extrêmement douloureux de l'immigration. Un continent qui se développe où le commerce joue son rôle. Si les échanges jouaient véritablement leur rôle, je crois que tant d'Africains, notamment les jeunes, n'auraient eu aucune raison de tourner le dos à l'Afrique. Je crois qu'il faut qu'on cherche des indicateurs, ou en tout cas un baromètre, et au-delà de la technocratie et du discours politique, jugeons, prenons le pouls de l'Afrique et du Sud en général, à la lumière du vécu des gens, des hommes et des femmes réels, les paysans, et les femmes, les intellectuels, les étudiants. Et moi, j'assiste aujourd'hui à une telle détérioration des conditions de vie. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas de commerce. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Les gens, moi, j'appartiens à une région du monde où le commerce transsahariens. C'est-à-dire que les commerçants au Mali, au Niger, le problème n'est pas le commerce, c'est la nature du commerce. Qui vend quoi à qui? Voilà, parce qu'on peut citer un chiffre. La croissance africaine, elle est bonne ces dernières années, elle dépasse 5%, mais c'est un chiffre théorique. À qui profite-t-elle? Voilà, c'est la question que vous posez. C'est à qui profite cette croissance? Elle est tirée par... Vous y répondez. Voilà, et cette croissance est tirée essentiellement par l'exportation de matières premières. Et avec la demande de la Chine en ce moment, c'est clair que c'est une nouvelle ruée vers les matières premières en Afrique. Donc, source de conflits, de frustration, à partir du moment où tout cela n'est pas explicité au niveau national. Quand je dis que c'est une question, la question fondamentale, c'est celle de la démocratie. C'est-à-dire que nous aspirions à des sociétés prospères, certes, bâties à partir de normes, de valeurs qui nous sont familières. Aujourd'hui, le poids du marché et la force du marché et qui dicte les réformes qui sont en cours. C'est-à-dire on ne dit pas de réforme, mais quelle réforme, à quelle fin? C'est des questions de vie ou de mort pour nous en ce moment. Donc le débat que nous avons aujourd'hui entre nous, le téléspectateur qui nous regarde en Afrique, s'il a l'occasion de regarder la télévision, pour lui c'est un débat un peu surréaliste quand il est confronté aux réalités de tous les jours, c'est-à-dire d'abord de trouver à manger. C'est-à-dire que la question que nous posons au niveau du mouvement social, qui est celle de l'intelligibilité de ces institutions d'une manière générale, leur légitimité, c'est-à-dire qui décide? Est-ce que nos négociateurs et nos dirigeants, bons ou mauvais, est-ce que nous, on les a mandatés? Est-ce qu'on leur a demandé d'aller à l'OMC ou quelque part dans le monde, d'aller débattre essentiellement du libre-échange comme facteur et, comment dirais-je, comme moteur du développement, des changements dont nous avons besoin? Est-ce que nous en avons les moyens quand on n'a pas grand-chose dans son panier? Pascal Lamy, j'imagine que lui, il négocie à l'OMC avec les représentants de l'Afrique, les représentants existants. Moi, j'ai une espèce de déontologie qui fait que ce sont les gouvernements qui négocient et ce sont les citoyens des gouvernements qui désignent, au fond, leurs négociateurs. Même si vous pouvez reconnaître aussi que la question de démocratie se pose aussi, et en particulier en Afrique. Bien entendu, mais dans le système international dans lequel est l'OMC, la démocratie internationale, c'est le consensus, ou d'ailleurs de temps en temps le vote, d'États souverains qui, entre eux, passent tel ou tel arrangement. Sur ce que dit Aminata Traoré, je comprends très bien son point de vue, mais il y a des tas d'exemples sur cette planète où l'ouverture des échanges, couplée avec des processus
nationaux, démocratiques, de bonne gouvernance, de mise au point de règles du droit, etc., ont produit des résultats formidables. Par exemple en Asie, dans certains cas en Amérique latine. Oui, ça fait sourire Aminata Traoré quand vous... Oui, terminez. Je ne dis pas, je connais suffisamment cette planète maintenant pour ne pas dire que ce qui est faisable en Chine est réplicable au Mali. Bon. Mais je crois aussi qu'on a assisté récemment à une sorte de souffle un peu nouveau chez les pays africains, et que cette idée qu'un certain nombre des conditions du développement sont à prendre en main, soit au niveau du mouvement social, soit au niveau des gouvernements eux-mêmes, c'est aussi quelque chose qui est un peu nouveau en Afrique. Alors sur les matières premières, c'est vrai qu'il y a une flambée des matières premières, mais je veux dire, ça fait un moment que je suis dans ce business, on ne peut pas avoir un problème quand les matières premières n'arrêtent pas de baisser, et puis ensuite avoir un problème quand les matières premières n'arrêtent pas de monter. C'est une affaire, effectivement, de redistribution de ce qu'est pour l'instant la manne des matières premières. Réaction peut-être sur la matière première? Non, c'est une affaire d'acteurs et de destination de la richesse. C'est-à-dire que... de redistribution de la richesse. Le rôle des multinationales et le rôle majeur des multinationales, ici comme chez nous. Et parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, nous sommes passés dans les années 70 aussi par une période de croissance véritable, de l'argent disponible pour ceux qui ont les moyens d'investir dans tel ou tel secteur en Afrique, qui ont énormément d'influence sur une certaine élite. Et cette élite qui parvient à tirer son épingle du jeu, qui elle aussi jure par le marché, et nous donne le sentiment de trahir la majorité des Africains qui voudraient d'abord une agriculture qui nourrit son homme. Et on parlera du coton tout à l'heure. Et il y a une forme de détournement justement de la démocratie, des objectifs que nous, on lui assigne. Nous aurions aimé vraiment des économies africaines fortes, diversifiées, et qui utilisent au mieux le potentiel, les savoir-faire, les gens. Mais ce qui se passe dans le cadre de cette ouverture au forceps, c'est que les dirigeants sont porteurs d'un projet de société hermétique. Je vous assure que les gens, au jour le jour, quand vous regardez dans nos pays, la quasi-totalité des gens ne savent rien de l'existence d'un marché, de l'OMC. Alors quand par-dessus la tête, votre tête, vous avez des forces qui déterminent les comportements politiques, les choix des dirigeants, parce qu'il n'y a pas match entre un pays qui a besoin de ressources, qui dépend de l'aide extérieure, à qui on dit l'ouverture dans tel et tel domaine est indispensable, et des populations qui ont besoin, et c'est des questions, comme je dis, de survie, ici et maintenant, de disposer de certaines choses. Donc, depuis les programmes d'ajustement structurel qui ont préparé le terrain aux mutations qui sont en cours, nous avons surtout le sentiment que l'Afrique est en train d'être... Des transformations sont en cours, mais pas tirées par les Africains, mais conformément aux intérêts des dominants, et plus particulièrement des entreprises qui ont des intérêts, je ne parle pas que du coton, mais d'une manière globale, c'est clair que les ingrédients de la croissance du Nord sont en Afrique, et c'est pour ça que les matières premières ne nous profitent pas, mais à ces multinationales et à une certaine élite. Une petite réaction, ça? Oui, avant de passer une petite réaction amicale sur l'idée que l'OMC, ce serait l'ouverture commerciale au forceps. Aminata, on n'a pas choisi, monsieur on n'a pas de forceps. On n'a pas de forceps. Toute négociation à l'OMC se termine par un accord par consensus. Et si le gouvernement du Mali donne son accord, ça ira devant le Parlement malien. Bon. Donc ça n'est pas du forceps. Je crois profondément que les pays africains, comme ceux des autres continents en développement, ont besoin de développement, qu'ils ont besoin de réduire la pauvreté, que l'ouverture des échanges et de bonnes règles du jeu, c'est une condition pour ça. C'est pas moi qui vais plus loin que mon propre prêt, qui est celui de la régulation internationale. Il y a évidemment des tas de conditions nationales à réunir. Et au fond, vous savez,
c'est souvent ce qui fait la différence. Avec des mêmes règles internationales, il y a des pays qui se débrouillent bien et d'autres un peu moins bien. Tout ça est très complexe. Alors, les multinationales, c'est vrai qu'il y a des entreprises multinationales, ce n'est pas les multinationales qui discutent à l'OMC. Ce n'est pas elles qui négocient, c'est des gouvernements. Ce n'est pas les multinationales qui se font des procès à l'OMC. Ce sont les pays. On va aborder la question des droits de douane et des fameuses subventions agricoles surtout. On va passer par l'exemple du coton. Ce sont des enjeux fondamentaux qui empoisonnent, j'allais dire, l'OMC depuis sa création en 1995, en fait, ces problèmes de subventions agricoles. Vous êtes encore aujourd'hui en pleine négociation. Ça bloque et vous espérez, enfin on va en reparler, peut-être arriver à un compromis de courant 2008, etc. Bon, on va regarder ensemble justement l'exemple du coton. Les producteurs africains, et ça concerne au premier chef aussi le Mali, votre pays, dénoncent les pratiques, ce qu'ils appellent des pratiques commerciales déloyales de la part des pays riches. Korogo, Côte d'Ivoire, pendant la récolte du coton, l'or blanc, comme on l'appelle ici. Dans le pays, ce n'est certes pas la production la plus importante, mais la crise du coton dans l'Ouest africain a aussi touché de plein fouet ces petits producteurs. Nous allons demander en contrepartie aux grandes puissances, c'est-à-dire qui ont les moyens, l'Europe et les États-Unis qui ont les moyens, de aussi subventionner notre agriculture, notre coton. Au pire des cas, on sera obligé de laisser tomber cette culture au profit de d'autres choses. Un constat amer. En Afrique de l'Ouest, dans les pays francophones comme le Sénégal, le Burkina Faso ou le Bénin, 20 millions de personnes dépendent de la culture du coton. Et selon l'ONG Oxfam, les producteurs subsahariens auraient perdu 450 millions de dollars depuis 2004. Responsables désignés, les pays du Nord et leurs subventions agricoles. On joue au football, vous avez une équipe qui joue avec les pieds seulement et une autre équipe qui joue avec les pieds et avec les mains. C'est ça les subventions. Nous sommes en compétition sur un marché mondial avec des gens qui sont dopés, qui sont subventionnés. Et on ne peut pas, on ne combat pas à armes égales. Principal incriminé dans le domaine du coton, les États-Unis. Chaque année, le gouvernement américain verse plus de 3 milliards de dollars d'aide à ses producteurs, auxquels s'ajoute 1,5 milliard pour l'aide à l'exportation. Avec ces immenses champs de coton et ces aides, les Américains sont deuxièmes producteurs mondiaux. Difficile pour les petits producteurs de rivaliser. Lors de la réunion de l'OMC à Cancun, de nombreux pays africains ont critiqué la politique des subventions des pays du Nord. C'était en 2003 et la réunion s'est terminée par un échec. C'est un autre pays, le Brésil, qui s'est attaqué aux États-Unis. Le 5e producteur mondial de coton a déposé plainte contre le gouvernement américain auprès de l'OMC. Et le 15 octobre dernier, l'organisation internationale a rendu son verdict. Les subventions aux producteurs de coton américains sont une entrave au libre-échange. Cet arbitrage pourrait ouvrir la voie à des sanctions commerciales de plusieurs milliards de dollars, ce qui pourrait constituer un exemple pour les pays du Nord qui pratiquent cette politique des subventions, du protectionnisme à peine déguisé. Pascal Lamy, ces subventions dont on vient de parler dans le sujet, dans le reportage de Marianna Guzewski, c'est, on pourrait dire, pour faire une formule, c'est un peu l'égoïsme des pays riches qui subventionnent leur production, alors que la production des petits pays d'Afrique, entre guillemets, elle a tant de mal à se faire une place au soleil sur le marché mondial. C'est de l'égoïsme. C'est exactement ça. C'est un héritage colonial, où les puissances colonisatrices se débrouillaient pour que les puissances qu'ils avaient colonisées ne leur fassent pas concurrence. Et il reste des traces de cela dans le système. On a, Dieu merci, changé de système. Mais au fond, si vous voulez, c'est un peu comme si cette décolonisation économique, elle devait se terminer 50 ans après la décolonisation politique. Et le cas du coton, c'est vrai que les Américains, et dans une moindre mesure les Européens, subventionnent leur production de coton, ce qui fait que ça fait une concurrence avec des pays comme le Mali, le Tchad, le Burkina, le Niger, qui n'ont pas les moyens de subventionner. Et c'est une des raisons, ça n'est pas la seule, il y en a d'autres, mais c'est une des raisons pour lesquelles la filière coton dans ces pays, qui nourrit plein de monde, qui, disons, percole dans tout le système agricole, est mal en point. Et le moyen de régler cette question, le moyen de faire en sorte que le Tchad, le Mali, le Burkina et les autres voient leur situation s'améliorer, c'est la négociation agricole. Et les Africains ont déjà marqué des points dans cette négociation. On est d'ores et déjà d'accord à l'OMC sur le fait que réduction des subventions sur le coton sera plus forte que sur le maïs, le blé ou la tomate, ce qui est déjà d'un certain point de vue.
Elles auront lieu quand, ces réductions? Les négociations sont en cours. Je pense qu'on peut arriver à les terminer quelque part l'année prochaine. Et à ce moment-là, ça se mettait en œuvre sur un certain nombre d'années. Mais là aussi, on est déjà d'accord sur le fait que pour le coton, il faudra que ça aille plus vite que pour le reste. Ce qui est d'ailleurs bien la preuve que, disons, les pays africains ont leur poids dans cette négociation. Alors, que ce soit facile à avaler par les Américains et par le Parlement américain, sûrement pas, hein, parce que, comme on l'a dit, 2-3 milliards de subventions pour 20 000 producteurs, ça fait un beau chèque par personne. Hein, et personne ne renonce à ça sans se battre. Et c'est un peu vrai dans une moindre mesure en Europe, puisqu'en Europe, disons, c'est l'ordre de 3 à 400 millions de subventions par an. Alors, Aminata Traoré, quand on parle du coton, je vous vois, vous Non, pensez à ça bout à l'intérieur. Quand je parle d'une mondialisation cousue de fil blanc, et le coton en est l'illustration la plus parfaite. Mais au-delà des subventions, moi je pense que le mal est plus profond. En réalité, même si nous vendions mieux le coton, et la dépendance de nos pays, de quelques matières agricoles ou même minières, c'est là le fond du débat. C'est-à-dire que quand vous restructurez votre économie, quand vous pensez votre présent et votre avenir en fonction d'un marché extérieur et qui a besoin de matières premières au détriment de la satisfaction. C'est-à-dire que vous pensez satisfaire les besoins des autres. Mais l'Afrique a constamment produit en fonction des besoins des autres. C'est ça le fond du débat. Alors, si la mondialisation devait corriger les inégalités nées justement de cette situation qui découle de la colonisation et de la division internationale du travail depuis toujours, si cela devait se faire, je crois qu'on aurait dû laisser le temps et la latitude à nos pays de comprendre d'abord où nous en sommes. Moi, mon problème, c'est que je me sens embarquée dans une aventure qui n'est pas la mienne. Moi, en tant qu'Africaine. En tant qu'Africaine. Et je sais que... Donc vous avez l'impression que la mondialisation, ce n'est pas votre affaire? Ce n'est pas... Parce que si la mondialisation était un élan vers les autres, et si elle était faite de réciprocité, et si effectivement les uns ne cherchaient pas à se tirer la couverture au détriment des autres, et il n'y a pas de problème. Quand nous plaidons pour une autre mondialisation, le fond du débat, c'est davantage de justice. Davantage de justice, davantage de règles, mais nous avons l'impression que les règles qui sont à l'œuvre servent les intérêts d'acteurs financiers et économiques, les entreprises, parce qu'aujourd'hui, un investisseur étranger qui vient dans mon pays, compte tenu des difficultés et la crise de l'emploi, c'est-à-dire comme il ne se passe rien, tout investisseur est le bienvenu. Donc dans cette situation, moi j'ai l'impression que quelque chose nous échappe. La transformation d'un pays comme le mien, en fonction de nos aspirations profondes, nous voulons énormément pour chacun de nos pays. On dit dans ma langue qu'entre l'arbre et l'écorce, il y a le doigt de l'OMC et des autres. Je ne parle pas, il y a l'OMC parce que vous êtes là, mais je dis le FMI, la Banque mondiale. Nous avons ce déséquilibre qui se crée quand vous vous mettez du côté de la société civile. Je vous assure que si nous étions dans un contexte où on avait la latitude de communiquer véritablement avec nos décideurs, qu'ils puissent tenir compte véritablement de nos demandes, on aurait eu droit à moins de conflits armés et d'émigrés. Aminata Traoré parle de plus de justice. Ça, vous n'y pouvez pas grand-chose. L'OMC n'a pas... Et aussi, elle a parlé de plus de règles. Là, en tout cas, vous pouvez quelque chose. Mais je crois que sur le constat, on est d'accord. Ouais. Je suis le premier à reconnaître, et je l'ai toujours dit, qu'il y a dans les règles actuelles, telles qu'elles ont été adoptées la dernière fois, on l'a vu tout à l'heure à Marrakech en 1994, il y a des choses qui sont injustes. Bon. Donc là-dessus, pas de problème, si je puis dire. Le problème, c'est comment on change ça. Alors, d'abord, ne mettez pas Aminata systématiquement dans le même sac le FMI, la Banque mondiale et l'OMC. C'est vrai que souvent, sur votre plume, non, c'est le même projet. Oui, c'est le même projet. Ça, c'est ce que vous dites. Nous disons qu'il y a une marchandisation du monde avec les mêmes acteurs. Je dis simplement, pour que ce soit précis, je comprends que vous les mettiez dans le même sac, mais autorisez-moi à ne pas les mettre dans le même sac parce que ce n'est pas les mêmes institutions, elles n'ont pas les mêmes objectifs, elles n'ont pas les mêmes décisions. Les programmes d'ajustement structurel
Ce n'est pas l'OMC qui les a négociés, ce sont les gouvernements africains avec ces institutions. Bon. Et j'ai même, je crois, depuis que je suis patron de cette organisation, remis un peu d'ordre dans qui fait quoi en matière de commerce international. Et ni le FMI ni la Banque mondiale aujourd'hui ne négocient en direct, si je puis dire, la protection douanière des pays africains. Bon. Comment on fait pour améliorer ces règles? Il n'y a pas 36 solutions. Hein. Si, dans la vie internationale d'aujourd'hui, si vous voulez modifier les règles du jeu, il y a deux moyens de le faire, la guerre ou la négociation. Hein, je ne crois pas que les pays africains vont faire la guerre aux États-Unis sur les subventions au coton, c'est une idée stupide. Il reste la négociation. Alors, le doute que vous pouvez avoir, aussi longtemps que la négociation ne s'est pas conclue, c'est est-ce qu'au fond, les pays africains sont assez forts pour faire ça? Eh bien, Aminata, moi je vous dis que oui. Dans mon organisation, dans celle que je dirige pour l'instant, les pays africains sont assez forts pour obtenir des États-Unis d'Amérique une réduction importante des subventions au coton. Il n'y a pas d'autre endroit où ils vont pouvoir le faire. Alors, vous avez le droit de me le dire, ça c'est ce que vous dites, on n'y est pas encore. Non, je dis surtout que rien ne nous oblige à rester dans le coton. Rien ne nous oblige à rester. C'est ça. Vous avez... Non, c'est la question de l'orientation de nos économies. À vous de le décider. Oui. À moi, si je puis dire, à l'OMC, de faire en sorte que si vous voulez rester dans le coton, ceci qu'il n'y ait pas un problème de subvention. Il y a de bonnes raisons entre nous, enfin vous savez ça mieux que moi, mais il y a quand même de bonnes raisons pour produire du coton au Tchad, au Mali et au Burkina. Hein, il y a le bon climat, il y a les bonnes variétés, il y a une très bonne qualité. Dans le cas de votre pays, où est-ce que vous exportez votre coton? Vous exportez l'essentiel en Chine, qui est un pays qui sait ce que c'est que la qualité du coton. Donc vous avez des avantages de qualité. Parce qu'elle a mis une question technique. Qui fixe le prix du coton? C'est le marché international, comme le prix du pétrole. D'ailleurs, il y a un certain lien parce qu'il y a une concurrence entre le coton et les fibres synthétiques. Alors, ajoutons que dans le cas malien, et plus généralement de l'Afrique de l'Ouest, il y a aussi un léger problème de compétitivité devise, puisque le franc CFA est indexé sur l'euro, et que si le dollar baisse de 30% Donc par rapport à l'euro... les pauvres producteurs africains pâtissent encore d'avoir une monnaie trop forte, paradoxalement. Absolument. Dans le cas du coton africain, il y a un problème de compétitivité change. Bon. Mais je crois qu'Aminata ne me dira pas le contraire. Il y a aussi, en aval de la production du coton, dans tout ce qui est peignage, tissage, transformation, il y a aussi beaucoup de cas où les pays africains pourraient faire ça davantage eux-mêmes s'ils ne rencontraient pas moins d'obstacles pour exporter leur coton brut qu'ils n'en rencontrent pour exporter leur coton transformé. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de négocier à l'OMC. Donc, il y a moyen aussi de rapatrier, si je peux dire, de la valeur ajoutée dans un certain nombre de pays africains. Alors, Aminata Traoré, j'ai envie de faire un peu de provocation. En dehors de l'intégration de l'économie mondiale, il n'y a pas de salut pour l'agriculteur africain? L'agriculture a été détournée de sa mission sacrée, qui est d'abord de nourrir les hommes, leur bien-être, et tourner vers le marché, et la quête de recettes, de devises. Moi, je peux bien comprendre cela. Mais jusqu'à présent, quand j'en juge par l'état réel des lieux, et je dis seulement que cette forme d'ouverture, cette forme de participation au commerce mondial est préjudiciable à nos sociétés. Et quand M. Lamy parle de guerre, mais nous disons que nous sommes déjà en guerre. C'est une déclaration de guerre, une guerre pernicieuse que d'embarquer des millions de gens et analphabètes à qui localement on ne rend jamais compte de la marche du monde, de l'état réel des rapports de force, les embarquer dans des productions qui ne se vendent pas. Et par ailleurs, et ça, M. Lamy me dira, bien sûr, ça ne dépend pas de lui. Mais quand je vois la pression sur les gouvernants, dans le cadre de la privatisation de la CMDT au Mali, admettons que la banque n'ait rien à voir avec l'OMC. Mais la banque... La CMDT, c'est une banque? Non, la CMDT, c'est la Compagnie malienne de développement des textiles. Donc, c'est bon. Et après la décolonisation, et donc, nous avons ces sociétés cotonnières qui sont nées et qui faisaient bon an, mal an
plutôt bien leur travail? Il y avait une certaine... Nous y comprenions quelque chose, parce que c'était du temps encore où on n'était pas dans ce système monde, où on avait la prétention d'avoir des plans nationaux de développement et des politiques nationales de développement. Et les zones cotonnières avaient des programmes d'alphabétisation, de l'eau, des pistes, et c'était un paquet. Oui. Et même si par ailleurs, comme pour le café et le cacao, dans chacun de nos pays, nous on a vu venir il y a 20 ans, nous nous disions ça ne peut pas continuer ainsi. Nous ne pouvons pas continuer à produire café, cacao, coton, thé, les exporter et on nous les renvoie transformés. Étant donné le pouvoir d'achat des populations, on a rarement accès à nos propres matières premières qui nous reviennent sous cette forme-là. J'illustre souvent par l'exemple du coton. Le coton malien de qualité, le coton africain en général, qui se vend, et les Africains qui sont vêtus de fripes. Aujourd'hui, en plus de la fripe, il faut compter nos motifs copiés par les Chinois et fabriqués dans des conditions, ce sont les commerçants qui vous le disent, quand vous entrez dans des magasins de textiles aujourd'hui à Bamako, y compris les vêtements d'enfants, vous sentez que les matières qui sont utilisées, les produits chimiques qui sont utilisés posent déjà des problèmes de santé. Donc, on vous renvoie du polyester avec des motifs africains à la place de votre coton que vous saviez transformer. Il y a perte de connaissances, perte d'autonomie, perte de souveraineté politique, mais surtout, nous sommes totalement à côté de la plaque quand nous parlons de démocratie. Je sais, M. Ndami a raison de dire que les pays africains négocient, mais l'étape, la phase de ce processus qu'on ne questionne pas suffisamment, y a-t-il localement, au niveau de chaque pays, un effort réel de communication, d'information, d'éducation, de telle sorte que nous ayons de véritables contre-pouvoirs comme dans vos pays? Si vous n'en venez pas aux armes, c'est parce qu'ici... Oui, c'est parce il y a une part de responsabilité aussi des dirigeants africains. Il y a une part de... Mais moi, je sais qu'ils sont ligotés, mais je sais aussi, j'attends justement ce leadership africain qui nous permettra aujourd'hui de dire c'est à vous, peuple d'Afrique, de décider. Nous négocions en votre nom. Mais pour l'instant, je vous assure que quand moi, je vois le fonctionnement des pouvoirs publics dans nos pays, et la galère est telle, la nécessité de survivre politiquement est telle que la plupart des dirigeants sont plus à l'écoute des bailleurs de fonds que de leur peuple. Donc quand ces dirigeants, dirigés comme disent les rappeurs, viennent négocier à l'OMC, je n'ai pas le sentiment que ces négociations sont faites en mon nom et je ne me reconnais pas dans ces décisions. Alors, beaucoup dans le monde rêvent d'un autre monde. Un autre monde est-il possible? C'est le mouvement altermondialiste dont vous vous revendiquez d'ailleurs, Aminata Traoré. Alors je vous propose, avant d'en parler ensemble, de voir en image un rappel de ce mouvement donc, des altermondialistes qui a commencé à la fin des années 90. Décembre 1999, Seattle, États-Unis. Les manifestants sont dans la rue, ils donnent de la voix et le spectacle aussi est assuré. Syndicats, écolos, ONG, anarchistes, un mouvement disparate. Leur point commun, le même bouc émissaire, l'Organisation mondiale du commerce. La politique menée par l'OMC empêche la protection de l'environnement. Et puis cette organisation soutient les multinationales contre les travailleurs. Un nom est vite trouvé à ces manifestants, altermondialistes. Référence à leur slogan, un autre monde est possible. Le mouvement fait très vite parler de lui, rapidement aussi des figures se détachent. Le français José Bové ou la malienne Aminata Traoré deviennent des stars médiatiques. Pour faire entendre leur voix, les altermondialistes savent aussi s'organiser. Un premier forum social mondial est lancé à Porto Alegre, au Brésil, contrepoint du Forum économique mondial de Davos en Suisse. Dans ces forums, on discute, on réfléchit à une autre économie. Car pour les alters, l'OMC est clairement néolibéral, au service des puissants et au détriment des petits, notamment dans le domaine agricole. Autre critique, l'oubli du développement et des questions sociales. Nombreux sont ceux aujourd'hui parmi les altermondialistes à penser que l'Organisation mondiale du commerce est en échec et qu'elle doit être remplacée. Ce n'est pas l'avis de Jean-Pierre Chalmin, professeur d'économie à Paris. Si l'on souhaite que le commerce mondial fasse l'objet d'un minimum de régulation, d'un minimum de gouvernance, si l'on veut éviter que le commerce mondial soit le seul règne de la loi du plus fort et de la loi du talion, à ce moment-là, il faut saluer l'OMC. Aujourd'hui, les altermondialistes sont parvenus à faire entendre leur voix et à avoir du poids. Leur mobilisation en 2001 a permis de faire entrer la notion de développement dans le cycle de Doha. Seul problème, les négociations sont désormais au point mort.
Alors, Pascal Lamy, les altermondialistes, ce sont de doux rêveurs. D'abord, pour réagir à ce petit film, les négociations ne sont plus au point mort. Il a dû être tourné à un moment où les négociations allaient mal, elles vont mieux, et maintenant... Il a été tourné récemment, mais le compromis n'est pas pour demain. Oui, enfin, vous savez, le round précédent a mis 8 ans. Là, donc on peut encore attendre quelques mois. Non, on est à l'année, on approche de la 7e année. Ouais. Ce sont des gestations, je le reconnais, un peu éléphantesques. Bon. Alors, est-ce que les altermondialistes sont de doux rêveurs? J'ai souvent de la sympathie pour leurs critiques, leurs interrogations. Hein. Donc, là aussi, l'analyse intellectuelle, le fait que le monde aujourd'hui ne soit pas juste, qu'il y a des choses qui ne vont pas, que le capitalisme de marché a des avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients, et tout ça nécessite une intervention politique, je suis d'accord. Après, c'est comment on fait. Bon. C'est vrai qu'à Seattle, c'était faut balancer l'OMC à la poubelle. Bon. Ça n'est plus, Dieu merci, le slogan de la plupart des organisations altermondialistes qui ont compris, je crois, qu'on a besoin d'éléments de régulation. Ouais. Bon. Elles ont aussi compris, je crois, que dans certains cas, ce sont les organisations non gouvernementales qui ont impacté le programme de négociation de l'OMC. Hein. Je vous donne 3 exemples. L'accès des pays pauvres aux médicaments génériques, c'est sous pression des ONG qu'à l'OMC, on a renégocié des accords précédents. Donc ça, c'est un résultat quelque part de ces combats altermondialistes. Des ONG qui militent pour le développement et pour l'accès aux médicaments. Bon. Je prends l'exemple des subventions à la pêche, qui est aussi, il y a pas mal d'ONG, disons, environnementalistes, qui militent contre l'épuisement des océans, la disparition des espèces, etc. C'est en partie grâce à elles qu'aujourd'hui, on a une négociation sérieuse à l'OMC pour empêcher qu'on subventionne trop la pêche. Les questions d'aide alimentaire, Aminata Traoré le sait aussi bien que moi, il y a des cas où l'aide alimentaire des pays du Nord a complètement bousillé des agricultures et des systèmes de distribution. On est en train, à l'OMC, à la suite de ça, de négocier des disciplines sur l'aide alimentaire. Donc, je crois qu'il ne faut pas, si vous voulez, il ne faut pas voir les choses en noir et blanc. Il n'y a pas la mauvaise OMC et les bons alters. C'est un peu plus compliqué que ça. Et en tout cas, ces mouvements sociaux, dont je ne partage pas un certain nombre des méthodes, parce que de temps en temps, ça a quand même été assez violent, hein, et ça, c'est pas ma manière de faire de la politique, mais ces mouvements sociaux ont d'ores et déjà, en quelque sorte, produit des résultats. Et donc, il y a une certaine vertu là-dedans. Ouais. Aminata Traoré, ce mouvement altermondialiste, c'est l'émergence d'une société civile mondiale, quelque chose à quoi vous tenez beaucoup? Non, je crois qu'il est de son temps. L'interpénétration de nos destins, malheureusement pas du fait du commerce comme nous aurions voulu qu'il fonctionne, mais c'est clair que nos destins sont liés. Et ce mouvement sort et la lutte pour davantage de justice sociale des frontières nationales. Et c'est dans ces espaces que nous parvenons à poser le même regard sur le Nord et le Sud. Et le fait de constater que les inégalités dont nous souffrons au Sud ont également constitué une réalité, même si ce n'est pas dans les mêmes proportions, et le fait de savoir que la même logique du marché ouvre les mêmes plaies au Nord et au Sud, crée nécessairement un sentiment de fraternité et de solidarité. Et ce n'est pas, contrairement à l'idée justement qu'on a, c'est vrai que c'est violent. La violence naît du fait, c'est-à-dire que ce n'est pas une réponse à la violence institutionnelle et policière, mais de l'exaspération. C'est clair que parmi nous, il y a des gens qui pensent que pour se faire entendre, bon, il faut des symboles, mais nous disons que c'est une forme de résistance. Mais délibérément, je ne pense pas que nous soyons une société civile destructrice quand on voit, nous sommes passés de 14 000 participants lors de la première édition de Porto Alegre, on était à 100 000. Il a fallu justement délocaliser et organiser le forum polycentrique. Moi, je pense que cela nous aide considérablement de poser le même diagnostic
Et précisément, puisque c'est la même logique du marché qui est à l'œuvre et sous tous les cieux, et que le chômage et les questions d'accès à l'eau, aux médicaments, ne se règlent pas dans le cadre de ce système-là, mais en parler ensemble nous permet de savoir que la marchandisation, la privatisation des services et les délocalisations ont largement contribué. Mais vos objectifs en tant que mouvement, c'est de dire un commerce équitable est possible, un autre développement commercial est possible dans le monde, clair. Ou bien c'est de faire comme a dit Pascal Lamy, c'est-à-dire c'est d'influencer petit à petit à la marge par le travail des ONG au jour le jour? Non, nous voulons davantage de démocratie locale et de démocratie globale. Et les deux sont liés. Moi, je crois que les pays développés montrent souvent du doigt les dirigeants du Sud, mais ce que nous appelons le contrôle citoyen n'est pas possible, et précisément parce que, comme je l'ai déjà dit, nous avons très peu d'influence la plupart du temps sur les centres de décision de nos pays, parce que nous avons l'impression que les instructions sont parachutées. M. Lamy a parlé du Parlement. Je connais un nombre considérable de parlementaires, mais qui ne savent rien de ces négociations, et ce n'est pas spécifique à l'Afrique. Je sais qu'au moment où on a le combat contre l'AMI et l'accord multilatéral sur l'investissement, en France, les plaintes justement de la société civile étaient le fait que les parlementaires à l'époque, je crois que c'est Jacques Lang qui s'est exprimé à ce propos, on a l'impression qu'il y a un pouvoir occulte et qu'il se passe quelque part des choses déterminantes et qui manquent de transparence, que le système monde prêche la transparence, mais qu'il n'est pas suffisamment transparent pour les peuples du monde, et plus particulièrement les plus démunis d'entre nous. Donc nous voulons davantage de démocratie, davantage de transparence, davantage de participation, parce que nous ne participons pas. L'information est confisquée. D'abord, l'OMC est une machine d'une extrême complexité. Nous essayons à l'occasion d'en comprendre le fonctionnement, mais nous avons envie qu'une organisation comme l'OMC lâche du lest et qu'on ne donne pas l'impression dans nos pays que l'ouverture et que la prospérité se fera par le truchement de l'ouverture, parce que l'expérience de ces dernières années n'est pas suffisamment probante. Lâcher du lest, ça veut dire? C'est-à-dire que nous croyons, moi je ne sais pas parce que j'ai été ministre de la Culture, je vous assure que nous croyons profondément en l'existence de valeurs non marchandes. La possibilité, il y a des formes de solidarité qui doivent nous permettre aujourd'hui en Afrique de nous tirer d'affaire. Pas que ça, il n'y a pas que ça. Mais nous, quand je vous dis que le commerce ne nous est pas du tout étranger, nous savons faire du commerce, nous voulons participer au commerce, mais nous voulons transformer nos matières. Nous voulons pouvoir, et nous aspirons à un marché africain, mais qui ne soit pas aussi celui que l'on est en train de nous imposer aujourd'hui à travers les accords de partenariat économique. Un marché africain avant un marché mondial. Un marché, on n'a pas construit, c'est-à-dire que nous n'avons même pas de marché national. Aujourd'hui, les produits africains n'existent plus. Nos marchés sont inondés. Vous êtes passé du village au monde Nous sommes passés du transition. village, mais aussi à des villes. Le marché de Bamako, il y a un certain temps, on trouvait de très belles couvertures, des produits faits par nous et qui avaient du sens. Et maintenant, vous importez des produits... Mais je vous assure que 80% des produits sont importés, pas de produits de qualité. Oui. Pascal Lamy, vous avez voulu à un moment donné créer un fonds spécial d'aide au commerce. J'avais lu le chiffre de 30 milliards de dollars. J'ai lu aussi que ce fonds ne se fera pas, finalement. Non, ce n'est pas tout à fait ça. D'abord, je n'ai jamais proposé de créer un fonds spécial. J'ai proposé de mieux coordonner, qui est d'ailleurs un mandat que j'ai reçu des ministres, de mieux coordonner l'action des divers donneurs d'aide au développement, pour aider précisément au développement des capacités commerciales, parce que c'est bien d'avoir un accès au marché européen ou américain. Si vous n'avez pas les routes, les téléphones ou l'énergie pour le faire, et beaucoup de pays africains n'ont pas les ressources en capitaux pour faire ça, il faut des investissements, mais ça ne suffit pas. Donc il s'agit en quelque sorte de compléter ce qu'on fait à l'OMC, en faisant en sorte que le FMI, la Banque mondiale, le Fonds européen de développement, les Américains, etc., mettent plus d'attention sur ces questions de capacité. Bon. Qui est Aminata, qui est des valeurs non marchandes dans la vie, j'en suis le premier persuadé. Là où je suis toujours pas d'accord avec vous, c'est cette idée que l'ouverture des échanges n'est pas bonne.
Le libre-échange... Non, mais je ne parle pas du libre-échange. Mais c'est de ça qu'il s'est rapproché. Je parle de l'ouverture des échanges. Je pense que les pays africains gagneraient beaucoup à ouvrir les échanges entre eux. Hein. Si vous regardez la carte commerciale de l'Afrique, dans ce monde, la chose qui frappe, c'est que les pays africains commercent très peu entre eux. C'est ça, vous avez dit entre eux. Mais D'abord, bien sûr. commencez par ça. Mais bien sûr. Plutôt que de s'intégrer mais parce que dans le monde au grand marché aujourd'hui, mondial. il n'y a pas un marché de 5, de 10 ou de 20 millions d'habitants qui tiennent la route à terme de 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, il faut une taille minimum de marché de l'ordre de 50 à 100 millions d'habitants. Le salut peut passer par des marchés régionaux. Absolument. Et aujourd'hui, si le Mali ou l'UEMOA, qui est pour l'essentiel constitué de pays, ce qu'on appelle les pays les moins avancés, veut se protéger, si elle veut, elle le peut. Si elle ne le fait pas, c'est pas à cause de marge de manœuvre qu'elle a perdu à l'OMC. Bon. À l'OMC, vous avez des marges de manœuvre de protection. C'est parce que dans la conduite des politiques économiques, augmenter vos droits de douane, ça permet effectivement de rendre vos producteurs plus compétitifs, mais vos consommateurs dérouillent à ce moment-là. Et donc là, il y a une question. Et donc c'est quelque chose qui est possible. C'est aux gouvernements nationaux de décider s'ils veulent le faire ou non. C'est une note optimiste, on va en rester là malheureusement. J'ai une dernière question encore à poser à Pascal Lamy. On est entré dans une crise financière internationale. Est-ce qu'il y a un risque de récession mondiale? Et on voit que le dollar n'arrête pas de baisser. Est-ce que la faiblesse du dollar, est-ce que la crise des subprimes, tout ça, ça vous inquiète non seulement pour la sphère financière, mais aussi pour la sphère commerciale dont vous vous occupez en particulier? C'est sûr qu'il y a un risque que cette crise financière... On est entré en récession? Il y a un risque que cette crise financière se traduise dans l'économie, la vôtre, la mienne, la vôtre, et que ceci provoque une croissance moins forte. Donc le risque, effectivement, il est d'une croissance moins forte. Et du point de vue OMC, la conclusion que nous en tirons, que les États membres de l'OMC, que tous les membres de l'OMC tirent, c'est que c'est le moment, justement, de mettre un peu plus de stabilité, un peu plus de transparence dans la partie des règles du commerce international qui est là. Hein, et si de temps en temps la finance pouvait être régulée sérieusement, de mon point de vue, j'y verrais pas d'inconvénient. Hein. Je vais quand même donner le mot de la fin à Aminata Traoré. On a parlé des marchés régionaux africains, intra-africains. Ça peut aussi être une solution, selon vous, intermédiaire? Oui, c'est indispensable. Je crois que j'ai parlé de l'impérieuse nécessité pour l'Afrique d'avoir un marché. 900 millions d'Africains, c'est des consommateurs. Mais ce que je dis, la dépendance de ces anciennes colonies d'Afrique et du Nord demeure telle que nous avons du mal à consommer ce que nous produisons. Donc ce n'est pas de la faute des Africains si nous ne faisons pas de commerce entre nous. Voilà, merci à nos deux invités que nous avons cru une fois de plus sur parole. C'est la règle du jeu dans cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis aussi. Rendez-vous le mois prochain et d'ici là, soyez nombreux à nous envoyer vos remarques, vos suggestions, vos critiques à l'adresse qui va apparaître sur votre écran, sur parole, tout attaché, @tv5.org. Voilà, merci et à bientôt.